TF1, 20 h avec Roger Giquel. Collision d'avion en Yougoslavie, 176 morts. Deuil dans le calme à Pékin, les Occidentaux s'interrogent sur l'après-Mao. Tito victime d'un accident de santé, Valéry Giscard d'Estaing n'ira pas en Yougoslavie. Léon Gingembre chez le Premier ministre, les PME en plein désarroi. La mode masculine 77, des vêtements qui ne tiennent plus compte des saisons. Bonsoir. Alors que nous en sommes déjà à nous demander en Occident ce que sera l'après-Mao, et quand on le fait, ce n'est généralement pas pour se préoccuper de ce qui attend plus de 800 millions de Chinois, mais plutôt pour essayer d'imaginer quelles vont être les conséquences indirectes pour le reste du monde. De quel côté penchera un jour le géant chinois? Resteront-ils, les Chinois, à l'écart de deux blocs et comme leader du tiers-monde, ou se rapprocheront-ils de l'URSS, etc., etc. On est très planétaire aujourd'hui dans vos journaux. Eh bien, nous aurions voulu, nous, pendant qu'on glosait sur la situation future de la Chine, nous aurions voulu vous montrer des images de Pékin, tout bêtement. Mais malheureusement, une panne de l'émetteur de Hong Kong à l'instant, et qui devait nous envoyer les images de Pékin par satellite, nous en prive jusqu'à nouvel ordre. Peut-être dans le courant de ce journal, je n'ose pas l'espérer, peut-être dans une prochaine édition. En tout cas, à l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris, un registre de condoléances a été ouvert. Il le restera pendant tout le deuil officiel en Chine, c'est-à-dire jusqu'au 18 septembre, de 9 h à midi et de 15 h à 18 h. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il règne à l'ambassade une atmosphère de profonde désolation et qui afflue de très nombreux messages de condoléances et de sympathie. J'ai évoqué tout à l'heure les réactions internationales. Il n'y a guère que la Chine nationale de Taïwan pour se réjouir, ouvertement d'ailleurs, de la mort de Mao Tse-tung, qualifié de chef de bande. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Moscou souhaite un rapprochement avec la Chine maintenant. Et puis aussi en France, ce qui est intéressant, c'est la réaction du Parti communiste français. L'Humanité, le journal L'Humanité, n'a pas consacré moins de 4 pages pleines à la mort de Mao Tse-tung, et le message du comité central du PC français au Parti communiste chinois salue une des plus grandes figures de l'histoire, souligne le regret que sur les problèmes internationaux comme sur la conception du socialisme, des divergences aient altéré les relations entre les deux partis, et le comité central du PC français semble souhaiter lui aussi une sorte de rapprochement idéologique sur de simples mots d'ordre de lutte pour la paix et pour l'indépendance des peuples. En fait, comme les autres forces politiques du monde, les communistes s'interrogent sur la succession de Mao. Cet homme, presque Dieu, comme on l'a décrit souvent, n'aura évidemment pas de successeur de sa stature. Alors nous allons voir avec Jacqueline Dubois simplement quels sont les hommes qui comptent actuellement en Chine après la disparition de Mao et, ne l'oublions pas, de Chou Enlai au début de cette année. Monsieur Hua Guangfeng est désormais le numéro 1 du régime, mais il détient le pouvoir depuis trop peu de temps pour être capable de s'imposer comme chef incontesté. Ni le jeune Wang Hongwen, vice-président, ni le vieux maréchal Ye Qianying, ministre de la Défense, ne sont en mesure de s'imposer à la tête du pays. Mao Zedong ne laisse pas de successeur désigné à la présidence du Parti communiste. On prétend que Mme Jiang Qing aspire à prendre le pouvoir. En effet, la veuve de Mao Zedong est souvent accusée par les héritiers du grand timonier de vouloir diriger le pays. La 4e épouse de Mao Zedong est membre du bureau politique. Elle doit sa position à la prise en main de l'aile radicale du parti. Elle avait pris une part active à la révolution culturelle. Aujourd'hui, elle est contre Deng Xiaoping, l'ancien Premier ministre, accusé de pragmatisme et de révisionnisme de droite. Mais malgré les accusations lancées contre lui, Deng Xiaoping n'est pas en prison. Il vient régulièrement à son bureau. A-t-il dit son dernier mot? Personne n'est en mesure de répondre à cette question aujourd'hui. C'est vrai qu'on simplifie beaucoup en ce moment la situation et l'avenir chinois. Le maoïsme et la révolution permanente d'un côté contre l'élévation du niveau de vie en industrialisant la Chine de l'autre côté. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses en termes de match, si vous voulez. Et ça, évidemment, c'est le jugement qu'on porte en Occident. Mais rappelons-nous qu'hier soir, à la fin de nos 2 éditions spéciales, nous avons conclu que nous, Occidentaux, nous ne pouvions pas prétendre comprendre grand-chose à la Chine actuelle, à son système politique et à la sensibilité populaire.
La difficulté de s'informer en Chine, sauf par le canal d'un nombre très réduit de confrères, en est sûrement la cause. Je vous soumets tout de même cette prophétie de Mao dans une lettre à sa femme, il y a 10 ans, au moment de la révolution culturelle, et que publie le quotidien Libération. Si jamais, voici la lettre qui est sous-titrée « Après ma mort », si jamais la Chine se laissait surprendre par un coup d'État anticommuniste de droite, dit Mao, en 66, sous-entendu « après ma mort », je peux prédire avec certitude que les droitistes n'auront pas la vie tranquille. Une telle tentative serait condamnée à mort à brève échéance. Vous avez vu hier également défiler à la barre des témoins de l'information de nombreuses personnalités, des gens très compétents qui nous ont permis seulement d'approcher de plus près le personnage Mao Tse-tung. Et il est vrai que cela constituait presque une apologie de Mao. Pour beaucoup de raisons, cette apologie était justifiée. Mais je voudrais tout de même faire état des réserves qui sont faites aujourd'hui dans la presse et puis ailleurs. Par exemple au Vatican, le Saint-Siège lui-même reste silencieux parce que, dit-on, pendant 10 ans, Paul VI a essayé d'entrouvrir le rideau de bambou, comme on dit, et qu'il n'a eu que le silence pour réponse. Parce que le Vatican aussi ne peut oublier la chasse aux catholiques qui a été faite en 49, à partir de 49. Peut-être, c'est une supposition, parce que les dignitaires de l'Église étaient alors pour la plupart très proches des forces dominantes étrangères et colonisatrices en Chine. En tout cas, dans la presse d'aujourd'hui, vous avez pu voir que le portrait de Mao comportait aussi ses mauvais côtés. L'Aurore soulignait, par exemple, le côté inhumain de son épopée. Le quotidien de Paris disait qu'il ne saurait être absous de ses fautes, brutalité, erreurs économiques, etc. Un confrère du Monde souligne le troublant consensus de la presse qu'il a constaté hier sur le personnage Mao. Ailleurs, on évoque l'existence éventuelle de camps de concentration chinois, la répression, l'élimination des adversaires de Mao. Tout cela doit être évidemment pris en compte dans la réflexion que nous faisons. Mais, comme dit l'autre, c'est l'histoire qui jugera, comme elle a jugé César, comme elle a jugé Alexandre et Napoléon. On a fini par constater leurs erreurs, leurs sévices, voire leurs crimes, mais il a fallu du temps. Et ça n'a pas remis en question, de toute façon, leur grand rôle historique. Maintenant, un témoignage hors série, celui de Jean-Albert Bongo, le président du Gabon, reçu aujourd'hui à l'Élysée. Il a rencontré Mao Tse-tung en 1974. Et, curieusement, il m'a dit que, pour lui, il pensait qu'avec l'avènement au pouvoir du président Giscard, les relations entre la Chine et la France allait être plus qu'excellente, parce que du fait, je crois qu'il a été très marqué par le geste d'abord de Giscard d'avoir été, après son élection, d'avoir été à l'ambassade de Chine, et surtout lorsqu'il m'a dit qu'il avait demandé à tous ceux qui se réclamaient des maoïstes de voter pour Giscard, eh bien, ça signifiait tout. Et j'ai compris que Mao avait beaucoup de sympathie, beaucoup d'admiration pour le président Giscard. D'ailleurs, il me l'avait même dit, il me dit parce que je suis un peu en convalescence, si je n'étais pas en convalescence, et puis Giscard vient d'être élu, je l'aurais invité. Je le ferai dans les années à venir. Dans la succession logique d'un journal télévisé, c'est-à-dire dans sa succession par ordre d'importance, il y a des enchaînements qui peuvent prêter à confusion et à association d'idées, peut-être inopportunes, voire à la limite de la décence. Si je prends ces précautions de style et de fond, c'est que j'ai à vous annoncer maintenant le grave ennui de santé dont a été victime le maréchal Tito, président de la Yougoslavie. Et oui, bien sûr, beaucoup d'entre vous, ne nous le cachons pas, peuvent en déduire que c'est décidément la loi des séries. En tout cas, le maréchal Tito, qui a 83 ans, devait recevoir en visite officielle dans 4 jours le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing. Et subitement, aujourd'hui, cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères, lui-même, pas l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères de Yougoslavie, a demandé à être reçu d'urgence à l'Élysée pour informer le président que les médecins de Tito lui demandaient d'interrompre temporairement toutes ses activités. À notre connaissance, Tito aurait eu un incident cardiaque récemment. Il a rédigé, cependant, un message à l'intention de Valéry Giscard d'Estaing. Et la démarche du ministre des Affaires étrangères a porté officiellement sur les rapports d'amitié et de coopération franco-yougoslave.
Le voyage du président Giscard d'Estaing en Yougoslavie est simplement reporté. Et le report d'un voyage officiel est tout à fait exceptionnel dans les usages diplomatiques. Donc, Tito a un ennui de santé sérieux. Mais il ne manque pas d'exemples d'octogénaires qui, ayant suivi les conseils de leurs médecins, se sont vite rétablis et ont pu assumer leurs charges. D'ailleurs, les images récentes de Tito le montrent en assez bonne forme. Gérard Saint-Paul, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette annulation, ou de ce report plutôt? Eh bien, vous l'avez dit, le report de la visite du président Giscard d'Estaing, 5 jours seulement avant son départ, indique assez le sérieux de la raison qui motive ce contretemps. Personne ne confirme pour l'instant à Belgrade la rumeur selon laquelle le maréchal Tito aurait eu un incident cardiaque. On dit cependant que l'actuelle visite officielle du premier roumain Ceausescu pourrait être écourtée et qu'elle devrait même s'achever demain matin après cependant un ultime entretien entre Tito et Ceausescu. Rien ne laissait prévoir cet incident de santé. Ces récentes images du maréchal Tito, qui semble en bonne forme, le prouvent. On l'avait vu récemment circuler en voiture découverte avec M. Ceausescu, précisément il y a de cela 2 jours. Mais il est vrai qu'à 84 ans, les problèmes de santé ne préviennent pas. Il n'y a donc apparemment aucune raison de ne pas s'en tenir au terme du communiqué et des explications données simultanément à Paris et à Belgrade. Je vous interromps une minute, Gérard Saint-Paul, parce que là, dans l'image que nous venons de voir, on se demande quel est le plus jeune de Ceausescu ou de Tito. C'est assez extraordinaire. Oui, absolument. Le maréchal Tito semble en très bonne forme. Nous allons revenir à ces images peut-être dans un instant. Les 2 capitales tenaient autant l'une que l'autre à cette visite pour laquelle tout était prêt, au dire même de notre équipe d'envoyés spéciaux en Yougoslavie que nous avons contacté il y a un instant par téléphone. Dans le cas contraire, on l'imagine, les problèmes politiques entre la France et la Yougoslavie devraient être d'un sérieux, d'une gravité telle que d'abord, on en serait à la limite de l'incident diplomatique, parce que c'est grave, et qu'ensuite cela se saurait en principe. Il reste que ce report est dommage, puisque les 2 hommes d'État, dans le contexte international actuel, après la mort de Mao, avec des rapports Est-Ouest à nouveau à un tournant, auraient eu beaucoup de sujets de conversation. Le maréchal Tito, âgé de 83 ans, est le dernier des figures légendaires de l'après-guerre. À ce titre-là aussi, pour le président Giscard d'Estaing, ce voyage aurait été passionnant. Ce n'est, on l'espère, à Paris et à Belgrade que partie remise. Pour l'instant, le maréchal Tito a reporté tout son programme diplomatique, y compris la visite du numéro 1 de la République démocratique allemande, qui devait avoir lieu après celle du président Giscard d'Estaing. Mais je vous propose d'écouter à ce sujet les explications de M. Louis de Guiringaud, le ministre des Affaires étrangères, qui va évoquer aussi le sommet des non-alignés à Colombo, où un embargo pétrolier avait été voté contre la France, faut-il le rappeler tout de même, avec l'accord des Yougoslaves. Le maréchal Tito est revenu un peu fatigué de son voyage à Colombo et il y a 2 ou 3 jours, ses médecins l'ont examiné et lui ont demandé d'arrêter ses activités. Il a d'abord refusé. Les médecins sont revenus à la charge et lui ont fait une véritable injonction, pour raison de santé, d'interrompre temporairement toutes ses activités. Et l'on va écourter la visite de M. Ceausescu, qui part demain à la première heure, et la dernière manifestation, M. Ceausescu viendra prendre congé du maréchal Tito à la résidence du maréchal Tito. Dernière journée des consultations des partenaires sociaux pour Raymond Barre, le Premier ministre. Nous ferons tout à l'heure le bilan de cette semaine de consultation que le Premier ministre a voulu avant d'élaborer dans le détail son plan anti-inflation. La lutte contre l'inflation va se traduire par une certaine austérité, ne nous le cachons pas. L'indemnisation de la sécheresse et la réparation d'autres déséquilibres donneront lieu à un super impôt en fin d'année. Qui paiera? Les cadres, qui avaient déjà présenté de nombreuses revendications auparavant, craignent maintenant de payer davantage que les autres, ou plus exactement de payer pour les autres. Ainsi, le président de la Confédération générale des cadres, qui avait été reçu par M. Barre cette semaine, a demandé aujourd'hui audience au président de la République lui-même. Écoutez-le à sa sortie de l'Élysée. Bernard Chevalier vous résumera ensuite les problèmes des cadres. Ça a été un entretien très sérieux, presque grave, et cependant à cœur très ouvert. J'ai expliqué au président de la République la sensibilité, le désarroi et la révolte des cadres devant des mesures qui peuvent arriver dans les jours qui viennent. Et en particulier,
l'impôt sur la sécheresse, auquel risquent s'ajouter des mesures de lutte contre l'inflation et également un déséquilibre de la sécurité sociale avec des risques de déplafonnement. J'ai trouvé devant moi un interlocuteur beaucoup plus attentif que lors des précédentes rencontres et j'espère que le président nous a entendus car il l'a compris, du moins je l'espère, l'encadrement est au bord de la révolte. À leur tour, les cadres sont pris entre la grogne et la rogne. Ils sont 4 millions, c'est-à-dire 20% de la population active, et ils ne cachent plus le malaise qui sévit dans leurs rangs. Pour preuve, un cahier de doléances remis au gouvernement par la CGC le 12 avril dernier. Un cahier où sont exposés 103 points de revendication répartis sur 8 chapitres. Tout y passe. L'emploi, le salaire, la formation permanente, la fiscalité, la réforme de l'entreprise, le logement. Autant dire que c'est la situation même des cadres dans la France d'aujourd'hui qui est remise en question. Les cadres sont touchés par le chômage. 40 000 demandes d'emploi en 1974, 80 000, le double en 1975. Les plus de 40 ans et les jeunes à la recherche d'un premier emploi sont particulièrement concernés. Autre point critique, la fiscalité. Ils fournissent 40% de l'impôt sur le revenu et ne veulent plus être les seuls à faire les frais d'impôt supplémentaires qui devraient être répartis, affirme-t-il, sur l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Les cadres sont aussi mécontents du prélèvement supplémentaire sur leur salaire au bénéfice de la sécurité sociale et du relèvement constant du plafond de la sécurité sociale qui entraîne une diminution de leurs points pour la retraite complémentaire. Inquiets pour leur avenir, celui de leur entreprise et de leur famille, les cadres ont donc confié à leur centrale syndicale le soin de négocier avec le gouvernement leurs 103 revendications. Toutes les forces socio-professionnelles ont fait de toute façon leur rentrée maintenant. Ce qui ne veut pas dire l'ensemble des salariés, car vous savez qu'il y a beaucoup de non-syndiqués en France. Mais en tout cas, les forces légales, syndicales, ont fait leur rentrée. Aujourd'hui, après les meetings de la CGT et de la CFDT, c'était celui de Force ouvrière. Nous sommes 10 000, a dit André Bergeron, et il a ajouté à ces 10 000 personnes qui assistaient à ce meeting de rentrée dans les anciennes halles de la Villette, débarrassez-vous de vos complexes d'infériorité vis-à-vis des autres syndicats. Et puis à propos de l'impôt sur la sécheresse, et puis sur les autres, pour d'autres raisons, cet impôt, vous le savez, on vous le dit toujours, eh bien, il a affirmé que les salariés, et là, il prend le contre-pied des cadres, les salariés ne seraient payés 2 fois, en tant que contribuables d'abord, et ensuite en tant que consommateurs. Bien. Et alors, pendant ce temps-là, le Premier ministre recevait successivement la Fédération de l'éducation nationale et le représentant des petites et moyennes entreprises. Les PME, comme on dit, sont dans une situation difficile, elles aussi. Elles ont été les dernières bénéficiaires de la reprise économique. Leur charge sociale reste trop forte, disent-elles, et elles craignent qu'elle s'accroisse encore. François Gault a recueilli les propos de Léon Gingembre à sa sortie de Matignon. Nous n'avons pas eu à nous prononcer sur des projets, puisque ces projets restent inconnus. Mais nous avons eu un peu l'impression que le Premier ministre, et nous le lui avons dit d'ailleurs, se trouvait devant un problème qui était identique à celui de la quadrature du cercle. Car en réalité, il faut qu'il arrive à concilier des inconciliables dans des circonstances politiques qui sont plus que difficiles à déterminer. Car en réalité, je crois qu'on ne peut rétablir la confiance qu'à la condition que l'on sorte enfin de cette sorte d'ambiance politico-électorale que nous subissons depuis 6 mois, qui risque de durer 18 mois, qui bouleverse l'ensemble des catégories sociales et qui, en ce qui concerne nos milieux, eh bien, freine toute espèce d'initiative et crée une sorte de désarroi qu'il est très difficile de surmonter. Concilier l'inconciliable, alors cette phrase de Léon Gingembre, elle est assez pertinente dans le contexte actuel. Alors François Gault, cette visite de Léon Gingembre à Matignon était la dernière de ce qu'on appelle la visite des partenaires sociaux tout au long de la semaine et que M. Barre a voulu consulter. Et est-ce qu'on peut dire, qu'après avoir entendu tout le monde, le Premier ministre
va tenir compte des suggestions qui lui ont été faites avant de préparer son plan contre l'inflation. Et d'une façon générale, est-ce que ces consultations ont été positives ou non? On a plutôt l'impression que non. Eh bien, je pense d'abord que Raymond Barre ne doit plus rien ignorer à présent des préoccupations manifestées par les dirigeants patronaux et syndicaux. Positive, on le saura dans quelques jours lorsqu'on connaîtra le plan exact d'anti-inflation préparé par le gouvernement. À présent, en effet, le Premier ministre dispose de toutes les pièces du dossier sur le contenu du plan anti-inflation. Au cours de 13 ou 14 heures d'entretien successifs, Raymond Barre n'a rien révélé de ses intentions. Simplement, à tel ou tel de ses interlocuteurs, il a apporté certaines garanties. D'abord, une politique contractuelle des salaires. La politique contractuelle des salaires, elle va se poursuivre. Ensuite, la négociation ouverte entre le précédent gouvernement et les cadres de la CGC, elle va être renouée. Et puis, avec quelques certitudes, l'on peut penser que les prix et les salaires, s'ils sont ralentis, ne seront pas bloqués. Sans aucun doute, le plan anti-inflation recevra le soutien des chefs d'entreprise. Du côté des syndicats, cela sera beaucoup plus difficile. Nous jugerons le plan anti-inflation le 22 septembre, lorsqu'il sera connu, expliquent FO et la CFTC. Et pour leur part, la CGT et la CFDT ont déjà fait savoir qu'il ne fallait pas compter sur leur consentement. Une seule chose nous importe, nous voulons négocier. Or, le gouvernement et le patronat s'y refusent, affirment les dirigeants de ces deux centrales syndicales. Alors, consentement ou pas entre les partenaires sociaux, compréhension ou pas, en fait, rien n'est encore joué et l'on va se poser la question pendant 12 jours encore jusqu'au 22 septembre. Pendant une semaine, le Premier ministre a écouté, à présent il va décider. De toute façon, rien ne sera facile. Tout à l'heure, Léon Gingembre, le président des PME, me confiait sur la cour de l'hôtel Matignon: nous sommes attachés au redressement économique du pays, ainsi qu'à la lutte contre l'inflation, mais nous ne céderons pas si les syndicats ne cèdent pas. Catastrophe aérienne en Yougoslavie. 2 avions sont entrés en collision au-dessus de Zagreb. Bilan officiel, 176 morts. Il s'agit d'un avion Trident anglais de la British Airways qui effectuait sa liaison Londres-Istanbul, liaison régulière, et d'un charter yougoslave qui ramenait chez eux des Allemands de l'Ouest après les vacances. La collision des 2 avions a eu lieu à 10 000 mètres d'altitude. C'est quelque chose qui n'arrive jamais, ou presque, et c'est arrivé aujourd'hui. Cette catastrophe prend place parmi les plus meurtrières de celle de l'aviation. Les 2 avions de ligne, un DC-9 yougoslave et un Trident des British Airways, volaient à plus de 900 km/h lorsqu'ils sont entrés en collision à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Zagreb. Ces 2 appareils venaient pratiquement en sens inverse lorsqu'ils se sont télescopés à 10 000 mètres d'altitude. Les habitants de la petite ville de Verbovec ont été alors témoins d'un spectacle qu'ils ont eux-mêmes qualifié de dantesque. Vers 11 h du matin, ils ont entendu une immense explosion et le ciel s'est aussitôt enflammé. Des corps libérés par la dislocation des carlingues tombaient en chute libre, des morceaux d'appareils, des fauteuils et des cadavres ont été retrouvés par les sauveteurs dans un rayon de 10 km. Les causes de cette terrible collision sont encore inconnues. Seul indice, un message envoyé par l'équipage du DC-9 yougoslave faisant part d'incidents techniques. C'est pourquoi l'appareil devait être détourné vers Zagreb. Le bilan définitif de cette catastrophe, vous l'avez dit, est de 176 morts. Les 107 passagers du DC-9 yougoslave étaient des touristes ouest-allemands qui rentraient d'un voyage sur la côte adriatique. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de cette journée. Oui, d'abord un détournement de Boeing, un Boeing 737 de la compagnie Indian Airlines. Très peu de nouvelles. Les 3 pirates ont libéré 5 des 77 passagers et se trouvent en ce moment encore sur l'aéroport de Lahore, au Pakistan. Beaucoup de touristes européens parmi ces passagers. On ne connaît pas la nationalité des pirates. On parle de Libyens qui désireraient se rendre en pèlerinage à la Mecque. La Libye, elle, dément cette information. Une affaire qui peut mettre à l'épreuve les relations entre l'Inde et le Pakistan, 2 mois après la reprise des relations aériennes entre les 2 pays. En Afrique du Sud, après les violents incidents entre policiers et métis qui ont fait une vingtaine de morts la nuit dernière au Cap, le gouvernement a pris des mesures destinées à calmer les esprits. Ainsi, les métis vont pouvoir dorénavant siéger dans les tribunaux, dans les conférences scientifiques et à la direction des syndicats. Ces mesures sont très en retrait par rapport aux revendications des manifestants opposés à l'apartheid. Il ne sera pas facile de désamorcer la révolte car il y a beaucoup de mécontents parmi les 2,5 millions de métis. Pont aérien et maritime entre la Corse et le continent, la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, grâce à l'organisation de ce pont, améliore la situation des passagers qui se trouvent bloqués par la grève des marins CGT. Quant aux 19 personnes interrogées à Marseille après l'attentat contre le Boeing d'Air France, 14 d'entre elles sont inculpées et en prison au Baumette. Les 5 autres sont en liberté, mais assignées en résidence en Corse. Monseigneur Marcel Lefebvre serait actuellement à Rome. Il aurait été vu par des prêtres qui l'auraient reconnu. On ne sait pas encore si l'évêque suspendu a pris contact avec les dirigeants du Saint-Siège.
On ne manquera pas de pommes de terre cet hiver, mais elles coûtent déjà presque 3 fois plus cher que l'an dernier, ce qui met notre plat national, le steak pomme frites, à un prix jamais encore atteint. La sécheresse n'explique pas tout. Les 9 réunis à Bruxelles ont décidé de provoquer la suspension des droits de douane appliqués aux importations de pommes de terre en provenance de pays tiers, et cela afin d'assurer un meilleur approvisionnement du marché européen. Enfin, en football, ce soir, 6e journée du championnat de France. Dernière sortie de nos équipes avant le premier tour des Coupes européennes. Les matchs vedettes Saint-Étienne-Sochaux, Nice le leader face à Nancy, et puis au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, le dernier du classement qui affronte Bastia, 3e du classement. Et j'ai bien peur que Bastia n'en fasse qu'une bouchée, parce que je les ai vus, les joueurs de Bastia, jouer contre Saint-Étienne, ça a été quelque chose. Alors le temps, oui, vous voyez de la neige. Avant de vous parler du climat général, j'aimerais attirer votre attention sur une prévision de Guy Larivière, notre monsieur météo, qui s'est réalisée à plusieurs reprises dans la région de Grenoble. Dès vendredi dernier, Guy Larivière avait affiché la neige sur cette région dans sa carte météo. Eh bien, en effet, il a neigé à plusieurs reprises sur ce coin des Alpes. La preuve, les images que vous voyez. De toute façon, les températures ont beaucoup baissé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Elles étaient comprises entre 11 et 19 degrés. Demain, nuages, pluie et vent fort à prévoir sur la moitié ouest. Temps frais et ensoleillé ailleurs. Le mauvais temps atteindra la Méditerranée dans la journée, et puis aussi les Alpes et l'Alsace. Et il sera suivi, sur l'ouest, d'un ciel plus variable, avec encore de nombreuses averses. Et dimanche, vous pouvez vous attendre à un temps toujours médiocre et frais un peu partout. C'est le moment de rallumer les feux de cheminée et de rester au coin du feu. Mais en attendant la mode, il y a aussi la mode à Paris. Paris va être pendant 4 jours le carrefour international de la mode masculine. La France, en 10 ans, est devenue le leader de cette mode masculine. C'est pourquoi le Salon européen de l'habillement masculin, qui ouvre ses portes demain matin, va drainer plusieurs dizaines de milliers d'acheteurs venus du monde entier. Avant de voir avec Jean-Claude Narcisse ce que sera la silhouette de l'homme pour le printemps-été 77, une remarque: les couturiers ne réalisent plus de costumes pour chaque saison. Ils tendent plutôt aux costumes unis pour hommes modernes, vous voyez, dynamiques, dans des tissus légers, souples, faciles à porter. D'abord, une bonne chose, la ligne masculine pour l'année prochaine est plus confortable, elle est plus souple. On aura donc une silhouette élégante, mais nous ne serons pas boudinés dans des costumes trop près du corps. Un retour en force du gilet, s'il est bien coupé, eh bien, il permettra de cacher la brioche, pour ceux qui en ont bien entendu. Et puis la veste, elle, est à un bouton. Pas étriquée, elle est non doublée, donc plus légère. Quant aux épaules, elles s'élargissent, mais il n'y a plus de fente dans le dos. Le pantalon du costume est droit, c'est la ligne tube. Le bas de ce pantalon est souvent à revers. En revanche, le pantalon large est mort. Il n'est plus maintenant que de 28 cm en bas. Les poches, elles, sont le plus souvent inclinées à l'italienne. Pour le sport, les stylistes nous ont réalisé des blousons. Ils sont plus longs et arrivent serrés sur les hanches. Le devant est fermé et le plus souvent avec une fermeture à glissière. La veste de détente est du style chasseur, avec très souvent 4 poches. C'est bien pratique pour y fourrer les cigarettes, le briquet ou bien encore le portefeuille. Le jean est encore le roi de la détente. Il se présente de 2 façons, il est étroit ou bien large. Donc celui de cette année fera encore l'affaire. Un seul petit changement s'il est neuf, on revient à la poche classique cowboy en quart de rond avec des rivets en cuivre. Enfin les chemises, délicates sans col avec des petits poignets style paysan portés sur le pantalon, ou bien encore des chemises à manches courtes pour été très chaud. Et cette année, vous le savez, on se les a arrachées, il y a même eu rupture de stock. Et puis pour terminer, les costumes, les tissus de ces costumes, eh bien, la tendance est nettement aux petites rayures. Un retour également à l'alpaga et 2 couleurs vedettes, l'ébène et le cuir. Voilà, l'ébène et le cuir, on rêve. Voilà, ce journal de TF1 Actualité est terminé et toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi avec attention, j'espère, ce journal. Le prochain avec Jean-Pierre Pernaut vers 23h15. Merci.